Bonjour à tous, on continue toujours avec le chapitre 1 de la CCNA 2. Et alors, petit rappel, on a parlé dans le chapitre précédent, on a abordé tout ce qui est lié à la configuration d'un commutateur avec les paramètres d'origine. Et puis à partir de là, on va commencer la configuration des ports d'un commutateur. J'ai parlé de rappel des commandes de base de configuration d'un switch, les configurations des vitesses et de mode duplex, configuration de l'option auto MDX et les commandes de vérification. Et puis on va parler du telnet, SSH. On va parler aussi peut-être des routeurs en fonction de combien de temps ça va durer la vidéo. Alors on commence sans plus tarder, on va aller directement sur le packet tracer puisqu'on va parler beaucoup plus des commandes qu'autre chose. On va parler des commandes, un petit rappel de toutes les commandes de base que peut-être vous connaissez déjà, il n'y a rien de spécial autour de ces commandes là. On va parler de la commande par exemple qui vous permet de changer le nom de l'équipement qui s'appelle hostname, on peut l'appeler par exemple S1. Et là, vous voyez le switch, il s'appelle dorénavant S1. On peut parler d'un petit enable secret qu'on va mettre 6 coups. Vous avez bien compris dans les chapitres de CCNA 1 qu'il ne faut vraiment pas faire ça. Il ne faut vraiment pas mettre des mots de passe comme ça, trop facile à deviner. Mais aussi, il faut mettre toujours la commande secrète et surtout pas la commande enable password. Il faut faire du enable secret au lieu de enable password. Et puis après, on peut créer un petit username et un mot de passe, mais ça, on va revenir après. Et puis sur la ligne console 0, la ligne qui vous permettra de configurer l'équipement sur place avec le câble console, je vais vraiment ça à côté parce que j'ai beaucoup de mal à pouvoir utiliser le clavier. Et puisque je vais l'utiliser beaucoup, ça sera un peu fatigant. Alors, et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à partir de là utiliser la commande, par exemple, password pour configurer le mot de passe. Là, je vais mettre password et comme ça, j'utilise password, par exemple, Cisco, après login. Et puis, dans l'accès distant, je peux faire line VTY 0, par exemple, 4, 5, etc. Vous avez compris ça en CCNA 1, c'est le nombre de personnes qui peut accéder à la fois sur l'équipement. Si je fais de 0 à 4, ça fait 5 personnes ou 5 sessions. 0, 1 et 2 et 3 et 4. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'ajoute aussi mon password et je fais login. Du coup, là, on a password, Cisco, et puis je fais mon login. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Si je sors ici, et puis je sors, vous voyez qu'à partir de maintenant, si je fais password, si j'appuie sur entrée, il me demande le password qui est Cisco. Je fais enable et il me demande le mot de passe enable. Et puis, à partir de là, je peux utiliser mon équipement normalement. Je peux prendre la main à mon équipement à distance si je le souhaite. Par exemple, je peux le faire directement avec Telnet. Je reprends un laptop, je reprends un câble que je vais brancher ici directement en Fast Ethernet sur le port 02 de mon switch et puis à partir de là, je vais mettre mon PC sur le réseau 10.0.0.2. Après, peut-être, pourquoi pas, configurer la passerelle, même si ce n'est pas très utile pour le moment. Et puis à partir de là, on va pouvoir prendre la main en utilisant Telnet sur mon équipement. Ici, on a quelque part un client Telnet et SSH, il est là. Et puis, je vais utiliser le protocole Telnet pour aller vers le 10.0.0.1. Je fais connect et à partir de là, si tout va bien, je vais pouvoir accéder à mon équipement. Je ne peux toujours pas faire pour le moment parce que l'interface n'était pas verte. Maintenant, c'est vert. Je peux mettre mon password et là, je suis connecté sur mon équipement via le réseau. Autrement dit, quand je dis via le réseau, c'est quel que soit l'emplacement où tu es, tu vas pouvoir te connecter à ton équipement sans aucun souci. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut configurer les modes duplex et les modes speed. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les modes duplex et les modes speed, ils ont des configurations déjà qui sont par défaut. Par exemple, petit rappel de ce que c'est duplex et speed. Petit rappel, je vais faire comme ça. On a un switch ici, on a en face le switch, on a un PC quelque part qui est là. On a par exemple un autre switch qui est là. Bref, vous avez compris. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a chaque port ici de notre switch. Il a 3 choses à configurer qui sont vraiment maintenant devenues de base et voire très importants. Le speed, le duplex et le MDX. Du coup, on a le mode speed, le mode duplex et le mode de MDX. Speed, c'est quoi? C'est la vitesse, tout simplement. Du coup, tu dois choisir une vitesse. Les ports vont communiquer. Par exemple, si tu prends un switch ici avec le port de switch là, si on a un 100 mégas ici avec un 100 mégas ici, les ports, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre tous les deux sur le 100 mégas par défaut. Si tu as 100 mégas ici alors que tu as 10 mégas de l'autre côté, alors ils vont se mettre automatiquement tous les deux sur quoi? Sur le 10 mégas.
Ça, c'est concernant le speed. Concernant le duplex, le mode duplex, c'est automatique. Du coup, ça négocie entre les deux. Et le mode par défaut, c'est le mode full. Le mode full veut dire quoi? C'est que les ports, ils utilisent ce qu'on appelle la micro-segmentation. Quand on parle de la micro-segmentation, on veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de collision possible. Parce que le port, il fait un peu le système d'une autoroute. Il a comme ça deux positions. Sur une position, il peut aller. Sur l'autre position, il peut revenir. Tout simplement. Et comme ça, il n'y aura pas de problème de collision. Il n'y aura pas de trafic qui vont chevaucher quelque part sur le réseau. Le mode duplex, le mode duplex, il est par défaut sur full si vous travaillez par exemple sur des interfaces de type 1 gigabit Ethernet par seconde, les modes 1000 mégas, ou si vous travaillez sur les ports en fibre optique, ou même si vous travaillez sur les ports 10 gigas. Tout ça, le mode par défaut, c'est du full duplex. Après, vous pouvez passer sur le half duplex, c'est la moitié, c'est bidirectionnel mais non simultané. Mais là, c'est sincèrement et vraiment, c'est quelque chose qui n'est plus utile aujourd'hui. Du coup, par défaut, c'est comme ça. Et le MDX, par défaut, c'est auto. Petit rappel de MDX, ce que c'est le MDX, c'est le mode qui vous permet dorénavant, depuis la version 12.2, si je me rappelle comme ça, si je me rappelle de l'info comme ça, c'est le mode qui vous permet dorénavant d'avoir la configuration de la négociation des ports automatiquement. Les ports, c'est quoi? Les états des interfaces ou les choix des interfaces. Les interfaces, c'est quoi? Ça peut être, ou un câble, il peut être droit, il peut être croisé. Et rappelez-vous ce qu'on a dit en CCNA 1, chapitre 4. On a dit, si on a deux équipements de couches de modèle OSI différentes, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un droit. Et s'ils sont de couches de modèle OSI qui sont les mêmes, on fait quoi? On fait le modèle croisé, le câble croisé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en quelque sorte? Si tu as un switch avec un switch, tu dois acheter un câble croisé. Si tu as un switch, par exemple, avec un routeur, le routeur, c'est un équipement de couche 3 de modèle OSI. Le switch, c'est un équipement de couche 2 de modèle OSI. C'est ce qui fait que tu seras obligé d'acheter un câble, ici de type quoi? De type câble droit. Du coup, du droit, quand tu as deux équipements différents, du croisé quand tu as les mêmes équipements de même couche de modèle OSI. C'était toujours très fatigant dans les projets parce qu'on doit penser à ça, on doit acheter un câble croisé. Si on oublie, si le fournisseur ne fournit pas le croisé, ça pose problème, on attend, ça prend du temps dans le projet. C'était fatigant. En plus, c'est pas quelque chose que tu vas acheter dans la quincaillerie du coin parce que tu es dans une entreprise, tu dois passer une commande, tu le reçois dans 2 semaines et tout ça va reporter le projet encore 1 ou 2 semaines parce que le fournisseur s'est trompé ou toi-même tu t'es trompé, t'as pas pensé au câble droit et croisé. Grâce à l'option Auto MDX, il n'y a plus ce problème. Du coup, tu peux choisir un câble droit partout où tu es, partout où tu veux et ça va fonctionner sans aucun problème. Et ça, c'est excellent, ça nous a vraiment trop facilité la vie et ça nous a permis d'utiliser maintenant un seul type de câble pour que ça fonctionne partout. Par contre, à condition, il faut que vous ayez un switch qui supporte cette fonctionnalité. Par exemple, si vous utilisez un switch de type 2950, sur les 2950, la fonction Auto MDX, ça n'existe pas, malheureusement. Du coup, vous êtes obligé de respecter cela. Alors maintenant, vous allez me dire comment on peut faire pour les configurer ou quelle est la recommandation en matière de configuration. La recommandation est très simple, il va falloir décider par vous-même. Et c'est la règle que je vais appliquer avec vous tout au long de ce CCNA. Il faut que vous décidiez vous-même. On ne laisse jamais un switch décidé pour nous, un PC décidé pour nous, ou des deux routeurs négociés pour nous, etc., etc. Du coup, tu dois obligatoirement faire le tour de tous les ports, comme ça, interface, Fast Ethernet 0, 1 ou 2, ce que tu veux. Si tu veux prendre toutes les interfaces, par exemple de 1 jusqu'à 24, tu peux ajouter le petit mot-clé ici, magique, qui est range. Et là, tu dis interface range 0, 1 jusqu'à 24. Tu peux utiliser des virgules pour séparer, par exemple, tu prends le 1, le 3, le 6, le 8, etc. Et si tu veux prendre un groupe, un range, tout simplement, une gamme complète, ce que tu vas faire de 0,1 jusqu'à 24. Après, ce que tu vas insérer, tu vas dire speed, speed, comme ça, je vais mettre un point d'interrogation. Vous voyez, il y a le 1, il y a le 10, il y a le 100, il y a auto. Le mode par défaut, c'est auto. Et du coup, si le mode par défaut, c'est auto, et en face, tu as un 100 et toi, tu es en 100, le mode qui sera choisi sera 100. Ah, du coup, nous, on va forcer le 100. On s'en fout, on a le 10 ou le 100. On choisit toujours la meilleure valeur en sachant que le 10, normalement, il n'existe plus. Du coup, moi, je choisis le 100. Le duplex, je vais choisir tout simplement le full.
je ne vais pas choisir le half duplex, on choisit le full duplex. Il va nous dire que les interfaces reboot, etc. Pas de souci, laissons-les rebooter. Et puis, on va faire le MDX. Et là, vous voyez le MDX auto, il y a une seule option de commande qui vous permettra d'activer le mode MDX sur le port. Et comme ça, si vous branchez un switch face à un switch, il n'y aura aucun problème. Cela pourra fonctionner sans aucun souci. OK. Après, qu'est-ce qu'on va dire? On peut étudier ce qu'on appelle les états des interfaces. Alors, c'est quoi les états des interfaces? C'est, on va dire, ce que je vais faire no shutdown. Ah, il reste toujours comme ça, c'est pas grave. On va étudier les états des interfaces et pour étudier l'état des interfaces, on va insérer la commande show interface et on précise le nom de l'interface qu'on souhaite afficher. Par exemple, ici, on va insérer la commande show interface, par exemple, si je dis n'importe quoi, fast Ethernet 01 et puis à partir de là, on va avoir des informations détaillées sur l'interface. Là, il nous dit que l'interface c'est down, le line protocol c'est down sur l'interface fast Ethernet 01. Il faut comprendre qu'il y a différents types de modes sur une interface. L'interface, elle peut être down et la ligne protocole peut être down. Du coup, quand c'est down, il faut faire attention, c'est que ce n'est pas obligatoirement éteint par nous-mêmes, éteint par nos soins. OK? Ça, c'est très important. Du coup, attendez, si je dessine ça comme ça, on a le port, on a l'interface. On a derrière le line protocol. Line protocol. Alors, ce qu'on va devoir retenir, du coup, ici, quand on éteint l'interface de switch, on va trouver le mot qui s'appelle administratively down. Là, du coup, on a éteint l'interface. Le résultat derrière, c'est toujours down, il n'y a pas de souci. Parce que ça, on est au niveau de la couche 1 de modèle OSI. Ici, on est au niveau de la couche 2 de modèle OSI. Quand la couche 1 est éteinte, la couche 2 sera éteinte aussi. Du coup, quand c'est admin down ici, c'est down. Alors, on va dire ici, derrière, on va dire switch. Switch en face. Et ça, c'est très important à comprendre. Sur le switch en face, on va trouver écrit quoi? On va trouver écrire down. Quand c'est down sur un switch, c'est que l'interface sur le switch en question n'a pas été down par l'administrateur avec la commande shutdown. C'est qu'il y a ou bien un problème, elle est débranchée ou quoi que ce soit, ou bien le no shutdown, ou le shutdown tout court, a été branché sur le switch, a été inséré la commande sur le switch d'en face. Quand c'est, par exemple, ici, ça peut être up, et ici, down, c'est qu'ici, il y a peut-être un problème de synchronisation, d'encapsulation, de type de protocole, défectueux, etc. Il y a un peu plus de problèmes de casse-tête. Ce genre de problème de up-down, on le voit beaucoup plus sur les interfaces WAN. Par exemple, si tu prends du frame relais de PPP d'un côté et le HDLC d'un autre, tu risques d'avoir quand même ce genre de problème parce que les deux protocoles ne peuvent pas communiquer entre eux. Et en face, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout simplement que c'est down. Ça tombe, le switch derrière. Et là, comme ça, on va voir un peu comment cela peut fonctionner. Du coup, on a dit que c'est down ici. Ça peut ne pas être un problème de quoi? Ça peut ne pas être un problème que c'est nous qui avons éteint l'interface. Et du coup, là, on peut avoir énormément d'informations en plus sur l'adresse IP hardware, sur la bande passante de l'interface, sur le délai, sur la fiabilité et la charge. Je vous ai parlé de ça déjà. Je vous ai dit que ça doit être comme ça, 255 et l'autre c'est 1. On a parlé de mode utilisé. On utilise du full duplex qui utilise 100 mégabits par seconde. Quoi encore ici? On a énormément d'informations ici sur les états d'erreur ici. C'est tout simplement, il va nous rappeler les erreurs d'entrée, les erreurs input, les erreurs, les trames incomplètes. Vous voyez, quand vous recevez des trames à moins de 64 octets, c'est des trames qui sont incomplètes. Une taille de trame doit être comprise toujours entre 64 et 1518. Du coup, si ça fait inférieur à 64 ou supérieur à 1518, vous allez avoir un message ici qui va vous dire que la trame est incomplète. Géante,
une jumbo frame si ça dépasse les 1518. Vous allez trouver des problèmes de CRC, le contrôle de redondance cyclique, le fameux calcul qu'on fait pour confirmer que la trame est bonne. Et puis vous allez trouver peut-être des erreurs de sortie, du coup, ce qui fait qu'à la sortie de la trame, on a eu des erreurs. Vous allez trouver des collisions, ce qu'on appelle les collisions tardives. Les collisions tardives, c'est qu'on a eu la collision après avoir envoyé au moins 512 premiers bits, ou la collision tout court dès le début. Et tout ça, vous voyez, late collision, elle est là, la collision, elle est quelque part ici, etc., etc. Du coup, vous voyez, il y a énormément d'informations dans ce genre. Là, on voit bien que le duplex est full, qu'il n'y a pas de souci. Si je branche un switch en face, on va voir comment ça réagit un switch en face de mon switch. Là, je prends ce switch-là, je vais le mettre, par exemple, ici. On prend le port ici, ça reste éteint. Je vais remettre ici, je vais le remettre ici. Attendez, je vais le remettre ici. Et puis, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre un nouveau, par exemple ici, le 3, et le mettre ici, sur le 1. Et sur le 1, je vais insérer exactement les mêmes commandes. Enable, conft, interface fast Ethernet 01. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire duplex full. Je vais dire speed 100 et je vais dire MDX auto. Vous voyez, quand c'est bien configuré des deux côtés, l'interface, qu'est-ce qui lui arrive? Ça monte automatiquement. Ok? Du coup, ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le message que je voulais vous faire passer. Quand on a passé le duplex en mode full, on l'a forcé. En face, s'il n'est pas configuré de la même manière, ça ne fonctionne pas. Et ça, vous allez vraiment le mettre en tête. C'est un vrai casse-tête quand vous configurez les équipements. Vous voyez que ça a l'air trop facile. Vous allez me dire une commande, duplex full, c'est tout, une seule commande. Duplex full, speed 100 ou 1000 en fonction de la marque, et puis MDX auto. 3 petits mots. Mais si vous oubliez de les généraliser de partout, ça vous posera énormément de soucis. Et c'est pour cette raison, j'insiste vraiment sur les bonnes pratiques de configuration. Il faut les généraliser et partout, sur tous les ports, sur tous les switches. Vous allez me dire, mais attends, il y a toujours un problème ici, ça ne fonctionne pas. C'est un peu normal. Regardez, je vais faire deux petites manipulations. Conft, interface fast Ethernet 01, et je vais faire comme ça. Shutdown, j'éteins le port. Vous voyez, le port est devenu administratively down. Vous voyez la différence? Si je fais comme ça, do show interface fast Ethernet 01, petit rappel, le do veut dire exécute la commande, on n'a pas besoin de remonter au mode privilégié. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'interface, ça s'appelle quoi maintenant? Administratively down. Vous voyez la différence entre down et administratively down? Down ne veut pas dire qu'on a éteint l'interface. Qu'elle est éteinte, c'est son état. Par contre, administratively down, il y a un être humain qui s'est connecté sur l'interface et qui l'a éteint. Après, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire no shutdown. No shutdown. Et là, il nous dit que l'interface reste down. Quand vous faites cette manipulation et l'interface reste down, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le problème, il peut être dans le duplex, il peut être dans les encapsulations utilisées, dans le type de protocole, etc., etc. Ici, quand vous êtes dans un paramètre, dans un paramètre LAN, comprenez directement que le problème est directement lié au duplex. Pourquoi il est lié au duplex? Parce que ici, on a forcé le duplex de ce côté, alors que de ce côté-là, il devait négocier. De côté utilisateur, le duplex monte par négociation. Alors qu'ici, on a dit tu ne négocies rien du tout. C'est ce qui fait que le port en face, il ne sait plus comment se comporter. Tant qu'il y a un problème de duplex, on ne sait pas est-ce qu'on envoie en full duplex, en half duplex, etc., etc. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va tomber directement le port. Et ça va devenir down. Ce qu'on va faire dans ce genre de situation, on va le résoudre tout simplement. Comment on peut faire? On va tout simplement dire duplex auto. Et vous voyez, l'interface, elle passe en up. Vous allez me dire, mais attends, tu nous dis, il ne faut pas le mettre auto. Non, j'ai dit, il faut décider vous-même. Ok? Du coup, ici, si je l'ai mis en auto, c'est moi-même qui avais décidé de le mettre en auto. Pour de l'intérêt derrière. Pour résumer ce qu'il faut faire dans le duplex et le speed, le duplex auto face à des machines, des PC, etc., des équipements avec qui il faut négocier.
Quand vous êtes face à des switches qui comprennent votre langue ou votre langage, il va falloir le forcer automatiquement en mode full duplex. Ok? Forcez-le quand vous êtes face à des équipements intermédiaires comme un switch. Laissez la négociation quand vous êtes face à des PC, face à des serveurs ou d'autres équipements. Du coup, je vais faire exactement la même chose quand je suis sur l'autre duplex auto. Après, c'est pas vraiment une règle ce que je dis, parce que ça se trouve que dans la vie réelle, vous aurez la possibilité de forcer, ça force, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez ici, ça n'a pas marché. Du coup, ça, c'était un exercice très bien que j'aime bien faire parce que ça permet de montrer comment dépanner, comment on peut dépanner ou comment on arrive à se débrouiller pour résoudre des problèmes qui sont liés au départ ou qui sont liés aux problèmes des interfaces d'accès réseau à des équipements. Après, il y a la fameuse commande un peu couteau suisse que je pense tout le monde connaît. C'est la commande show running config. C'est la commande qui nous permet de voir la totalité des commandes qu'on a insérées. Là, vous voyez, sur tous les ports, on a inséré la commande duplex full speed 100, duplex full speed 100, etc. etc. Et puis, ça nous permettra de voir toutes les commandes, les autres commandes même, qu'on vient d'insérer sur notre équipement. Par exemple, dans la ligne console, on a mis le password Cisco login, etc., etc., etc. Alors, je pense qu'on a terminé cette partie-là. On regarde ici. Rappel des commandes de base, configuration de vitesse et duplex, auto MDX, les commandes de vérification et show. Je pense qu'on va directement attaquer ce qu'on appelle l'accès distant avec le SSH. Je regarde là, on est à 20e minute, ça va. On peut attaquer le SSH sans aucun problème. Alors, on va attaquer le SSH. Ce que je vais faire tout de suite, je vais prendre le paquet tracer, il est là, et puis attaquer la configuration du SSH. Alors, pour configurer le SSH, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par plusieurs étapes. Petit rappel de ce que c'est le SSH. C'est un protocole aussi que normalement, si je me rappelle, on a vu, mais c'est pas grave de rappeler. Pour accéder à distance à un équipement, il y a deux façons de faire. La première, c'est de se connecter à l'équipement à distance via un protocole qui s'appelle Telnet. Telnet, il a un double problème. Le premier problème, c'est que c'est un protocole qui n'est pas sécurisé, qui n'envoie pas, qui n'échange pas des données chiffrées entre la source et la destination, entre le client et le serveur. C'est ce qui fait que si vous vous placez entre, par exemple, vous êtes un PC ici, enfin, pourquoi je fais ça comme ça? On peut faire autrement et beaucoup mieux. J'enlève ça, je prends ça directement. Si vous êtes ici, quelque part sur le réseau et que vous prenez la main directement pour accéder à votre switch, qu'est-ce qui va se passer là? Les informations qui circulent entre vous et le switch de l'autre côté seront échangées en clair. Quand je dis en clair, c'est qu'il n'y aura pas de chiffrement. N'importe qui au milieu qui utilise un logiciel de sniffing, de récupération du trafic, il va pouvoir le faire. C'est un exercice qu'on va faire un jour, je ne sais pas quand, mais on va le faire un jour. Après, il y a autre chose, il y a le Telnet aussi, c'est un protocole qui pose des problèmes de sécurité, il a énormément de failles de sécurité, il est totalement déconseillé à l'utilisation, ça permet d'usurper l'identité, ça permet de forcer l'accès, ça permet de faire énormément de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut qu'on passe à un protocole qui va ni plus ni moins monter ce qu'on appelle un tunnel VPN, un tunnel sécurisé entre la source et la destination, avec tout le système cryptographique qu'il faut, qui permet de faire en sorte que les informations qui sont envoyées depuis le PC vers le switch, c'est des informations qui sont chiffrées, sécurisées, etc. Alors, comment le faire? Comment configurer? Comment gérer l'opération? C'est très simple, on va le faire tout de suite. On va configurer le fameux SSH qui fait peur à beaucoup de personnes et vous allez voir que c'est très facile. Prérequis important pour la configuration de SSH, c'est deux choses. La première chose, c'est de confirmer, de donner un nom à votre équipement. Du coup, si vous ne donnez pas un nom à votre équipement, ça ne va pas fonctionner. Si le switch s'appelle par défaut switch, s'il s'appelle par défaut switch, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que dans la configuration de SSH, on génère ce qu'on appelle le certificat auto-signé. Le certificat auto-signé, c'est que c'est un certificat généré par le switch à l'intérieur du switch, en nom de switch. Il n'y a pas une autorité de certification entreprise. Et c'est ce qui permet de porter le nom de certificat qui est comme ça. Le nom de switch, point, le nom de domaine, par exemple, je vais l'appeler easy.com et ça génère le certificat avec ce nom. Du coup, si vous ne changez pas le nom de switch, le switch va s'appeler switch. Le problème, c'est que vous risquez d'avoir énormément de switch sur le réseau et tous s'appellent switch. C'est ce qui fait que les certificats ils s'appelleront tous de la même manière.
Et ça, c'est pas bien parce que le certificat sera après associé à l'adresse IP parce que c'est un certificat auto-signé, il est à l'intérieur de chaque switch. Du coup, il est associé à l'adresse à laquelle vous accédez à votre switch à distance. Et du coup, ça va poser des confusions et c'est ce qui vous oblige à changer obligatoirement le nom de switch si ce n'est pas déjà changé. Du coup, ce qu'on va faire, on va rien faire, c'est déjà changé. Deuxième prérequis, c'est il faut avoir le enable secret déjà configuré. Du coup, si le enable secret n'est pas configuré, ça ne fonctionne pas non plus. C'est un prérequis important pour pouvoir prendre la main à distance à un équipement. C'est quelque chose qu'on a déjà, enfin je ne me rappelle plus où c'est, mais je crois qu'on a inséré la commande enable secret. Bon, au pire des cas, ce que je vais faire comme ça, enable secret Cisco. Et comme ça, je suis certain maintenant que tout fonctionne bien. On peut vérifier si le SSH est là, show IP SSH. Alors, le principe, c'est simple. Si vous avez cette commande et que ça vous affiche quelque chose, c'est que le SSH est existant. C'est possible de le configurer. Il y a quelques équipements qui ne le supportent pas, mais j'ai envie de dire sont très très anciens quand même, les équipements qui ne supportent pas le SSH. Après, vous pouvez même insérer la commande qui s'appelle show SSH tout court, comme ça, show SSH tout court. Ça vous permettra d'avoir aussi des informations des serveurs qui sont connectés en SSH. Les SSH, il y en a deux, SSH V1, SSH V2. Évidemment, on utilisera le V2, qui est le plus récent, le plus développé. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? On va configurer le SSH en passant par l'étape d'après, qui est la création du nom de domaine. Rappelez-vous, on a dit il faut le nom, on l'a déjà. Après, le nom de domaine. On va dire IP domain name, on va dire easy.com. Et puis, on va configurer après. Il est recommandé de le faire avant pour ne pas oublier, c'est tout. Mais après, vous pouvez le faire le temps que vous souhaitez. On crée le username et le mot de passe. On écrit un secret, par exemple Cisco. Je répète, ce n'est pas obligatoire de le faire tout de suite. Vous pouvez le faire avant, après, comme vous souhaitez, mais pour ne pas oublier. Rappelez-vous que le SSH, on a fait déjà le telnet. Je pense que la session a été fermée depuis, mais ce n'est pas grave. Elle est là, d'ailleurs. Lors de la configuration du telnet, il nous a juste demandé le password. Sur le SSH, il n'y a pas cette faille. On vous demande le user plus le password. C'est une mesure de sécurité supplémentaire. C'est ce qui fait qu'il va falloir configurer le user et le mot de passe. OK? Après, on va lui dire, lors du login, tu vas te baser sur la base de données locale. C'est pour ça qu'on dit login local après. Et la base de données locale, c'est quoi? C'est celle-ci, celle qui contient le user et le mot de passe. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer crypto key generate RSA. C'est qu'on va générer la fameuse clé de chiffrement qui nous permettra d'avoir le certificat. On peut aller de 360 jusqu'à 2048, évidemment. À chaque fois que vous poussez plus, c'est mieux. Dans la vie réelle, on peut aller jusqu'à 4096. Du coup, là, on va dire 2048. Et là, on a généré, dans la vie réelle, c'est vraiment, ça mettra un peu de temps. Ça mettra, là, comme il a dit, few minutes, ça mettra quelques minutes quand même. Là, c'était un peu plus rapide. On est dans un environnement virtuel, ça va. Du coup, ça nous a généré une clé. Très bien, on va dire que le SSH a été généré. On peut activer le SSH version 2, IP SSH version 2. Et là, comme ça, aussi, on a activé le protocole SSH, le meilleur protocole SSH qui est le V2. Et là, il nous a même dit que le SSH enabled, du coup, le protocole SSH a été activé. Maintenant, on va aller sur la ligne VTY 0 à 4. Et puis, on va lui dire, d'abord, dans un premier temps, si on ne fait pas login local, ça ne fonctionne pas. C'est un prérequis. Parce que le SSH, il vous oblige, vous êtes obligé en quelque sorte de le configurer avec le username et le mot de passe. Le username tout seul ne suffit pas. C'est ce qui fait que là, on va dire login local. Du coup, là, les logins, il y a trois en quelque sorte. Il y a login qui est demandé juste le mot de passe. Login local, il demande le user et le mot de passe qui sont stockés dans la base de données locale de l'équipement. Après, il y a plus d'options qui sont beaucoup plus avancées, qui utilisent des serveurs. C'est ce qu'on appelle l'authentification AAA, qui utilise un serveur d'authentification type AAA. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On va lui dire maintenant une commande très importante, transport input. Et maintenant, on va lui dire transport input all known SSH ou telnet. Du coup, all, il accepte le telnet et SSH. Known, il n'accepte rien du tout. C'est un switch non accessible à distance. Vous allez me dire pourquoi faire
c'est dans les environnements très sensibles, on ne permet pas des accès à distance pour éviter du hacking, etc. Mais aussi dans des environnements fermés. Il y a des réseaux fermés, les industriels, etc. Du coup, automatiquement, ça ne permet pas l'accès à distance. Du coup, il vaut mieux fermer l'accès parce que dans tous les cas, on ne va pas s'en servir. Du coup, si on le laisse ouvert, ça peut être juste une faille de sécurité. Et puis, si on écrit SSH, c'est que automatiquement, il désactive le telnet. Si on écrit telnet, automatiquement désactive le SSH. Du coup, nous, pour respecter les règles de sécurité, on va lui dire transport input quoi? Input SSH, tout court. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exit. C'est terminé, on peut sauvegarder la configuration. Je pense que tout est OK. On va dire show IP SSH. Là, il va nous dire que le SSH est enabled en version 2.0. On va dire show SSH tout court. Il va nous dire qu'il n'y a pas de connexion pour le moment. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On va terminer cette session. Là, déjà, il nous dit que ça ne marche plus, vous voyez. On reteste avec Telnet. On fait 10.0.0.1. Connect. Il nous dit que ça ne marche plus. Vous voyez? The current session has closed. Du coup, la session a été clôturée. Il n'y a plus la possibilité de se connecter en Telnet. Du coup, nous, on va se connecter en SSH 10.0.0.1. On va mettre le username qui était admin. Connect. Il va nous demander le password. Dans la vie réelle, il va vous afficher un petit, on va dire une petite fenêtre qui va vous donner la clé que vous allez stocker pour les échanges. C'est un détail technique, sécurité, etc. On le fera dans son temps. Et puis ici, vous allez mettre votre password et à partir de là, vous êtes connecté en SSH sur un switch à distance d'une façon très sécurisée et d'une façon qui vous permettra d'assurer votre confidentialité bien comme il faut. Là, si vous faites show SSH, il va vous dire qu'il y a une session qui a été lancée par l'utilisateur qui s'appelle admin et il vous donne les informations d'authentification, etc. Bien sûr, les connexions, ça fait du in et du out, ça fait l'ouverture et la fermeture en même temps. Je pense terminer là parce qu'on a terminé 2 parties et puis les parties qui restent, je pense on va les faire en une seule vidéo. C'est là. On a terminé ces 2 parties, la configuration de port de commutateur et tout ce qui est lié à l'accès distant sécurisé. Après, ce qui va rester à faire, c'est la configuration des paramètres de base d'un routeur. C'est vraiment quelque chose qu'on a déjà vu. Allez, on va faire tout. On va faire tout, comme ça on termine le chapitre. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est vraiment très basique, mais on va le faire. Il n'y a pas de souci. On va faire ça comme ça. On va éloigner ça. On va mettre le serveur ici, ça ici. Et comme ça, on va ramener un routeur quelque part ici. Allez, on va prendre 10 ou 15 minutes. On terminera tout ça. On va prendre ça. On va prendre ça aussi. On va brancher ça sur le Giga Ethernet 01. On va brancher sur le Giga Ethernet 000. Sur les routeurs, j'ai pris le 4331. C'est des routeurs ISR. Libre à vous de choisir celui que vous souhaitez. Si vous êtes habitué avec le 1941, utilisez le 1941. Je répète, les marques, les références, etc. Ce n'est pas la chose la plus importante aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ça comme ça. CLI. On va faire comme ça. Et puis, on va faire un petit no ici. Du coup, les étapes de démarrage de routeur, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez maintenant. Il n'y a rien d'extraordinaire pour vous sur cette partie-là. Et puis, ce qu'on va faire directement, on va commencer directement la configuration du routeur. Je dis, vous les connaissez parce qu'on les a fait sur les switches et on les a fait aussi en CCNA1. Alors, lors de la configuration d'un routeur, on peut passer la commande enable. On a ce fameux message qui nous invite à la configuration initiale. Nous, on a dit toujours qu'on n'est pas des enfants, on fait pas ça. C'est un mode de configuration un peu assisté. Il considère que vous ne connaissez pas les commandes et commence à vous assister. Bref, on oublie ça, on n'en parle pas. Du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On peut commencer, par exemple, conft. C'est exactement la même chose, le même monde que la configuration ancienne. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire énormément de choses. Par exemple, changer le nom de l'équipement, R1. Par exemple, faire du enable secret Cisco, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Insérer line console 0, on peut par exemple configurer un password. On peut configurer password Cisco. On sort line VTY 0 à 4. On peut configurer un password qui s'appelle Cisco. On peut configurer le SSH aussi. Je ne vais pas le refaire parce qu'on vient de le faire. Mais si vous voulez, vous pouvez le refaire sur le routeur, il n'y a pas de souci. On va dire juste login, on ne va pas dire login local. Si ça vous fait plaisir, on peut dire login local. Par contre, il va falloir insérer un username et
un password, un secret, ici, Cisco par exemple. Il va falloir aussi, qu'est-ce que je voulais dire encore, on peut ajouter des banners MOTD, ça vous rappelle quelque chose, c'est le fameux message de bienvenue. Non, je plaisante, c'est pas du bienvenue, c'est le message d'alerte que vous êtes rentré sur le routeur d'une société et qu'il faut faire attention. C'est un message de disclaimer qu'il va falloir écrire ici. On va dire attention, routeur propriété société easy, tout accès non autorisé et interdit et peut donner des poursuites. Bon, vous avez compris, hein, je ne vais pas formuler des phrases spécifiques. Judiciaire, bref, je vais pas, peu importe. Mais là, vous avez compris, c'est un message qui sera affiché. J'ai mis entre deux caractères, entre deux cas. Faites les caractères que vous souhaitez. Entre deux cas, on peut écrire le mot que vous souhaitez. Et du coup, quand on voit un cas de début, un cas de fin, il comprendra que la bannière en soi a été terminée. Du coup, ce que je peux faire, je peux sortir ici, je peux sortir. Et là, vous voyez, je vois le fameux mot qui s'écrit ici, qui m'alerte que je suis en train de me connecter sur le routeur d'une entreprise quelconque. Du coup, là, on revient ici, Enable. Du coup, avec le Enable, il me demande le password. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a pas demandé le mot de passe pour l'accès console. Vous voyez, je sais pourquoi. On va faire conft line console 0. On a oublié le fameux login. Et comme ça, si je sors encore, et là, il me demande le password. Maintenant, Enable, et comme ça, je suis bien connecté sur mon équipement. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut configurer les interfaces. Interface Gigabit Ethernet plutôt. Gigabit Ethernet 000. L'interface sur les routeurs 4300 s'écrit sur trois parties, tout simplement. Il n'y a rien de méchant, c'est juste que sur ce genre de routeur, on peut empiler, on peut faire des châssis, etc. C'est pour ça qu'ils ajoutent un de plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste des noms, peu importe. Après, on peut ajouter une adresse IP, on peut dire IP adresse 10.0.0.254 comme adresse IP de passerelle, avec 255 et 3 x 0. On peut faire une IPv6, pourquoi pas, adresse 2001 DB8, c'est pas obligatoire le majuscule, c'est juste moi qui suis habitué à le faire. 2001 DB8 café. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Le sous-réseau, par exemple, 10, allez, puisqu'on a appelé ça 10. Et puis, ce que je vais faire, encore 2 fois 0, 2 fois 2 points, pardon, 254/64. Et comme ça, on a inséré une adresse IP aussi en IPv6 comme en IPv4. Puisqu'on parle de l'IPv6, il ne faut pas oublier d'activer l'IPv6 avec la commande IPv6 Unicast Routing. Par défaut, l'IPv6 n'est pas activé sur une interface. Vous devez obligatoirement le faire activer par vous-même. On peut configurer une autre interface, Gigabit Ethernet 001. On va configurer par exemple IP adresse, le réseau par exemple 11 00254 et puis et puis on configure l'adresse IPv6 puisque j'ai la flemme de réécrire, on peut juste revenir ici, écrire 11 ici par exemple, et puis là qu'est-ce que je peux faire? Je peux insérer la commande quoi? IPv6 Unicast Routing, ça on a déjà fait. Je reviens sur mes interfaces, Gigabit Ethernet 000 et je peux insérer la commande Now Shutdown aussi pour démarrer l'interface. Pareil sur l'autre commande, sur l'autre interface 001, je peux aussi faire exactement pareil, Now Shutdown pour démarrer mon interface. Du coup, ce que je vais faire, je prends un autre switch, quelque part ici, 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 et puis là, je prends un autre PC distant, tout simplement, comme ça. Et puis, hop, on met ça sur le 001 avec l'interface Giga 01. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ça avec ça. On a configuré le réseau 11 ici. Du coup, on va venir ici et mettre ça en 11.0.0.1. Et n'oubliez pas la passerelle qui est 11.0.0.254. Je ne vais pas faire l'exercice de faire semblant d'oublier la passerelle, etc. Et puis on va la chercher. On l'a fait vers la fin de la CCNA 1. Maintenant, on est grand, on est en CCNA 2. On n'oublie plus la passerelle. On check, on vérifie qu'on ne l'a pas oublié. Oui, c'est bon, on ferme cette session. On ne l'a pas oublié ici. Et sur ce serveur-là, est-ce qu'on l'a oublié? Je crois que oui, parce que ce n'était pas le but à l'époque. On va dire 10.0.0.254.
Et comme ça, maintenant, on a une passerelle au milieu entre deux réseaux qui sont configurés en IPv4, mais en IPv6 aussi. On n'a pas mis les PC en IPv6, du coup, on va pouvoir mettre ici 2001 DB8 café. On a mis le sous-réseau 10 et puis on a mis 2 fois 2 points. L'adresse du PC c'était quoi? C'était 2, alors je vais mettre 2. Comme ça c'est juste question d'habitude et pour éviter de me tromper. Et puis là qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ici le 254 comme adresse IP de mon routeur. Ou sinon on peut faire l'adresse, on peut mettre l'adresse IP de routeur en adresse link local. Du coup on peut mettre par exemple FE81 et puis ça suffira pour le mettre sur partout, sur toutes les interfaces. Si vous souhaitez on peut faire comme ça ou on peut laisser, on va laisser comme ça et puis on va voir. Du coup, pareil ici, on va faire ça comme ça. On va laisser la 254 ici. Et puis, on va venir ici mettre le 10 sur ce serveur. Si vous ne comprenez pas ce que je fais en IPv6 ou que l'IPv6 pour vous, ça passe vraiment pas bien, allez voir le chapitre 12, chapitre 11 et 12 de la CCNA 1, vous allez comprendre en détail tout ce que je suis en train de faire. Je ne reviens pas en arrière, je préfère avancer. Du coup, j'explique pas. Déjà, rien qu'avec ça, regardez le nombre de vidéos qu'on a. Si je m'arrête à décortiquer encore l'adresse IPv6, ça va prendre encore énormément de temps. Je vous invite à aller voir directement les chapitres où je parle de l'IPv6. Vous allez comprendre vraiment très très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des pings pour tester si ça fonctionne ou pas. On peut prendre le PC qui est là. On peut pinguer en IPv4 d'abord, le 10.00.10 par exemple. Et vous voyez que le ping fonctionne bien entre les deux PC du même réseau. On peut pinguer en IPv6. On peut pinguer le 10 en IPv6 et vous voyez que l'IPv6 aussi fonctionne. N'ayez pas peur de l'IPv6. Allez-y, configurez-le. N'ayez pas peur. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer pareil sur le 11. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir mis le 11 ici. Je n'ai pas fait, c'est vrai. Du coup, on va faire le 11 ici avec le 1, quelque part là. Et puis, /64. Et puis là, on va mettre le 11, 2 fois 2 points, 254. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ça comme ça, et puis depuis ce PC même, je vais essayer de pinguer ma passerelle par défaut. Paste. Et ça marche très bien, le ping de la passerelle par défaut. Pareil, si j'essaye de pinguer le 10, le 10.2, vous voyez que ça marche très bien. Du coup, les deux réseaux se pingent très bien. Pourquoi, quand même, on arrive à faire? Je pense que si vous avez fait la dernière partie de CCNA 1, vous comprenez très bien que sur le routeur, on a quelque chose qui s'appelle la table de routage. Je vais faire Show IP Route ici, et vous voyez que le routeur connaît le réseau 10 et connaît le réseau 11. C'est des réseaux qui sont directement connectés à lui. Et quand des réseaux sont directement connectés à un routeur, les routeurs les connaissent par défaut sans aucun effort de notre part. OK? Et comme ça, vous voyez, le routeur connaît le 10, connaît le 11. Et du coup, ça fonctionne directement. Pareil, si vous voulez insérer exactement les mêmes commandes en IPv6, show IPv6 route, vous voyez que le routeur, il a bien ici le 2001 DB8 café 10. Regardez que le 10, hein, ne vous intéressez pas au reste. Regardez que le 10. Vous voyez, il a le 10 et il a bien le 11. Du coup, ça, c'est l'adresse IP du réseau. Et ce qui est écrit en L, c'est l'adresse IP de l'interface en soi, dans le réseau. Et là, du coup, vous voyez, pareil ici, on a le 10, on a le 11, pardon, et on a ici aussi le 11. Vous voyez que ça marche très très bien. Ça se configure bien. Le routeur, il fonctionne bien. Les états des interfaces sont bien configurés. C'est pareil comme sur le PC. On peut insérer la commande show IP, show interface fast Ethernet 0.1 par exemple. Pardon, c'est pas des fast. Gigabit Ethernet 0.0.0. Et on peut avoir toutes les informations qui sont liées à l'état d'une interface, qui sont app, etc. On ne va pas refaire tout l'exercice, vous l'avez compris. On peut avoir les adresses IP, on peut avoir les adresses MAC, les états, les ports, bref, les niveaux d'erreur et tout ce que vous souhaitez. Dernier point pour finir le chapitre, c'est ce qu'on appelle les interfaces virtuelles, les loopbacks. C'est quelque chose que peut-être vous connaissez en IP, pardon. Là, il est minuit exact. Ça commence à fatiguer. Qu'est-ce qu'on appelle ça, pardon? Les interfaces réseau que vous avez sur la machine. Et vous savez qu'il est possible de créer ce qu'on appelle les cartes de bouclage. C'est autant de cartes réseau que vous souhaitez. Exactement pareil sur un routeur, vous pouvez créer autant de cartes réseau que vous souhaitez, autant d'interfaces que vous souhaitez. Mais bien sûr, c'est des interfaces virtuelles. Vous ne pouvez pas les utiliser pour envoyer ou recevoir des données. Vous pouvez les utiliser pour beaucoup de choses. Par exemple,
pour les tests, pour les validations, pour les scripts, pour confirmer que le routeur fonctionne. Par exemple, pour confirmer qu'un routeur fonctionne, il vaut mieux pinguer l'interface loopback pour la simple raison que c'est une interface qui ne tombe pas en panne. Du coup, si le routeur ne répond pas, c'est que le routeur il y a vraiment un problème parce que l'interface en soi ne peut pas tomber en panne parce qu'elle est pas physique. Il n'y a pas quelqu'un qui a débranché un câble. Du coup, pour configurer les interfaces loopback, c'est très simple. Il suffit juste d'écrire interface et vous appelez ça loopback comme bouclage. Et vous voyez combien de bouclages vous pouvez créer théoriquement sur un routeur. Je ne sais même pas lire le chiffre. Nous, on va dire par exemple 0. C'est la première interface loopback que vous allez créer. Ça vous donne, ça démarre l'interface par défaut. Et puis, ce que vous pouvez faire, vous pouvez lui donner un réseau exactement le même principe. IP adresse, par exemple, 12.0.0.1 avec 3 fois, une fois, on va dire, 255.0. Et puis, vous voyez, ça marche très bien. Et c'est une interface qui existe vraiment sur le routeur. Même, je fais vite. Même quand vous faites le show IP route, vous voyez que le 12 maintenant existe et il est connecté au routeur. Vous pouvez pinguer l'interface, lui envoyer des données, recevoir, bref, vous pouvez faire exactement tout ce que vous souhaitez sur l'interface comme si c'est une interface physique. Mais évidemment, vous ne pouvez pas envoyer de flux de trafic réel sur l'interface. Allez, on va voir tout ce qu'on a fait. On a fait le rappel des commandes de base de la configuration d'un routeur, configuration des interfaces physiques, configuration des interfaces loopback et les commandes show. On a fait le tour de tout le chapitre. Ce que je vais vous proposer, c'est de supprimer la partie examen de chaque chapitre. J'avais vu toujours que les vues sont 5-6 fois moins importantes. Par exemple, quand j'ai 100 vues sur une vidéo normale, j'ai 15 ou 20 vues, c'est tout, sur une vidéo de type examen. Je pense que ce n'est pas trop les vidéos qui vous intéressent le plus. C'est ce qui fait que je ne vais pas les faire. Je vais passer directement dans la prochaine vidéo au chapitre 2. Sauf si vraiment ça vous intéresse et que vous les faites vraiment avec beaucoup d'investissement. Ça, il n'y a pas de souci, on peut le faire, mais ça nous permettra déjà d'économiser 16 vidéos parce que ça fait une vidéo par chapitre et c'est déjà pas mal. Ça nous fait déjà économiser 16 vidéos, ça nous fait gagner du temps. Après, bon, si c'est vraiment utile, si c'est vraiment important pour vous, c'est vous qui apprenez, c'est pas moi, vous pouvez me dire. Mais j'ai vu de l'audience de ces vidéos, j'ai vu que c'était pas vraiment la chose qui vous intéresse le plus par rapport au chapitre. C'est ce qui fait que je ne vais pas les faire au moins pour le moment. Sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée ou bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure c'est chez vous quand vous regardez la vidéo. Et puis à la prochaine au chapitre 2 et une nouvelle aventure avec la CCN. Merci à vous. Salut.